je vais... Donc voilà, on va commencer. Donc comme je dis, c'est qu'avec avec Nicolas de DIT, on est en train de lancer un blog, c'était prévu depuis un certain temps, autour de la data science et de l'IA et les progrès qu'on peut constater sur le continent, notamment les différentes initiatives et tout. Parce que bon, en fait, c'est quelque chose qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur et puis bon, qui va bientôt, peut-être pas tout de suite, mais dans quelques temps, faire partie de notre quotidien. D'accord. Donc là, il m'a informé du projet sur lequel vous étiez en train de travailler, sur le projet de fact-checking. Oui. Et bon, moi, ça m'a tout de suite intéressé hein, pour la revue. Et donc, à ce niveau-là, quoi, je voulais savoir exactement, on voulait savoir exactement de quoi il en ressortait, parce que bon, des projets de fact-checking, d'automatisation de fact-checking, il y en a eu plusieurs. Et on sait un peu, on connaît un peu tous les ravages que peut faire la propagation de fake news. Maintenant, comment faire pour les contrer? Donc, il y a eu pas mal de projets qui ont été faits. Donc, le vôtre, en fait, d'abord, au départ, on va peut-être faire la genèse. Qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui a motivé en fait l'idée de vous lancer dans ce projet? Est-ce que c'est justement cette propagation de fake news pour savoir comment y lutter d'un point de vue technologique, ou est-ce que c'est la crise du Covid? Je ne sais pas, par exemple, ça peut être ça aussi, parce qu'on a vu émerger pas mal de, de fausses informations. Qu'est-ce qui vous a au départ poussé à travailler sur ce projet? Oui, bon, donc pour le projet, c'est un projet qui vient de la thèse du docteur Edouard Gorstar. C'est l'autre collègue qui m'appelait donc derrière. Donc, il a travaillé sur sa thèse sur l'automatisation du fact-checking. Bon, et là, j'en suis venu parce que, bon, en 2005, j'ai eu la chance de faire un stage chez Digimind. Donc, Digimind, c'était le leader de la veille technologique en France. Et là-bas, bon, il surveillait en ce temps-là les blogs et bon, pour certaines entreprises, des entreprises concurrentes sur certaines informations, etc. C'est là où bon, peut-être l'idée m'est venue de voir qu'il était important, en dehors du fait que l'on surveille l'occurrence d'une certaine information, mais aussi de raisonner ou bien de voir quelle est la véracité ou le crédit qu'il faut accorder à l'information qui est détectée quelque part. Donc, par exemple, quand on revendique des attentats quelque part, etc. Et c'est ainsi que, en 2016, j'ai pu donc donner un sujet de thèse à Edouard, qui a fait sa thèse, qui a permis de développer donc la base théorique donc de tout ce que nous sommes en train d'implémenter depuis presque l'année passée dans ce projet-là. Mais auparavant, donc, il y a eu mon stage qui m'avait permis donc d'avoir un aperçu. Dans ce temps-là, c'était de la veille. On surveillait des blocs, etc. Ensuite, j'en suis venu donc à la thèse que j'ai encadrée avec Edouard Gossard, qui a été soutenue donc en janvier 2019. Et depuis décembre 2018, nous avons donc reçu ce financement du CEA Mythique. Donc, c'est un projet qui date de bien avant donc, le coronavirus. Et quand le coronavirus est arrivé, donc, nous avons voulu aussi saisir l'opportunité donc, de voir aussi comment, dans le lot des fausses informations qui circulent dans les réseaux sociaux, comment peut-être aussi apporter notre touche donc, pour lutter contre ces fake news-là. Et derrière aussi, donc, pour le montage du projet, il y a un consortium derrière et avec l'Université de Troyes. Donc, Edouard qui est à l'Université Lucao et nous-mêmes à l'Université de Thiès qui portons ce projet. Et nous collaborons aussi avec d'autres collègues comme le professeur Moumoudou Bousso, des collègues de l'Université de Ziguinchor sur l'analyse des sentiments et qui sont aussi donc du domaine du contenu de ce qui est publié par les journalistes. Mais grosso modo, donc, la finalité de ce projet, c'est donc l'automatisation du fact-checking, de la vérification des faits, mais aussi, bien auparavant, la collecte donc, de l'information. Et ensuite, il y a toutes les problématiques du stockage, de la compréhension, donc de la comparaison, etc. Donc, ce sont des problématiques de recherche qui sont derrière, avec le traitement automatique de la langue et les
problèmes de classification et d'autres que peut-être vous connaissez bien. Bon, rapidement brossé, c'est un peu l'historique de ce projet. Donc, qui est financé par le Centre d'excellence africain en mathématiques informatiques et TIC. Et donc, le financement a pris fin depuis le 11 mars 2020, mais nous continuons à y travailler. Voilà. Donc, voilà. Donc maintenant, comme vous avez parlé, j'ai vu un peu sur votre page que le projet était décliné en plusieurs parties. Donc là, en fait, il est tout le temps, il est encore en chantier. Oui. Et je voudrais savoir comment est-ce qu'il fonctionne, parce que c'est vrai que vous avez parlé de plusieurs parties. Vous avez parlé d'analyse des sentiments, donc qui font appel aux techniques du NLP, du Natural Language Processing. Oui. Pour l'instant, où est-ce que vous en êtes exactement Bon, donc après premier mois du projet, donc nous avons pu donc travailler et bien auparavant avec le docteur Babiga Birega sur l'architecture. Et c'est cette architecture-là et le plan que nous sommes en train de suivre. Bon, pour vérifier une certaine information, il faut d'abord une base de faits qui soit vérifiée. Parce que pour dire que ce que nous visons, donc pour peut-être venir à la question réellement et l'amener, ce que nous visons, c'est peut-être dans la finalité, c'est que lorsqu'un journaliste publie un article, de passer donc du texte qui est publié à un ensemble de faits. Donc les faits, ce sont des triples RDF. Donc c'est une affirmation sur une entité nommée qui est quelque part au niveau de l'article. Maintenant, bien auparavant, donc au niveau du projet, il y a la phase de la collecte. Donc il faut pouvoir collecter ce qui est publié chaque jour, donc par les journalistes. Et ça, c'est une des choses qui sont déjà réalisées et implémentées. Donc, derrière, il y a le moteur de recherche. Maintenant, après, il y a un autre niveau qui est le niveau où vous parvenez à extraire les faits qui sont publiés et ensuite à procéder aux vérifications. Et c'est là où nous en sommes. Mais pour la phase de collecte, nous avons un crawler qui intègre aussi un spider qui collecte presque chaque jour des milliers d'articles. Nous avons implémenté donc en plus le moteur de recherche qui est là-bas, qui est toujours en développement. Il y a des problèmes au niveau du système de requête que nous sommes en train de régler avec l'UCN. Peut-être d'ici quelques jours. Donc la version devrait être déployée. Donc ensuite, voilà, nous en sommes à la phase d'extraction des faits. Donc, et là, c'est un problème qui n'est pas très simple en français. Comment parvenir à partir d'une phrase qui est envoyée, comment extraire l'affirmation qui est faite sur une certaine entité nommée dans la phrase. Et peut-être pour ceux qui sont spécialisés en traitement automatique de la langue, il faut pouvoir identifier les entités nommées. Ça, ce n'est pas difficile, nous sommes parvenus à le faire. Mais aussi pouvoir dire quelle est l'affirmation qui est effectuée sur cette entité nommée. Et après, si vous parvenez à le faire, il faut maintenant voir qu'en disent les autres sources. Et là, nous avons déjà développé des algorithmes, donc dans la thèse d'Edouard, qui permettent de vérifier est-ce qu'une information est vérifiée ou pas. Et là aussi, nous avons, pour le moment, dans le cadre du coronavirus, nous avons un métamoteur, donc vous pouvez y accéder, où nous avons même intégré certaines sources comme AFP Fact-Checking, vous avez les observateurs, il y en a d'autres, Africa Check, donc qui sont des sites de fact-checking. Et normalement, eux, ils vérifient de l'information et nous avons un robot, donc un crawler qui extrait automatiquement donc, les faits qui sont vérifiés. Là-bas. Maintenant, il reste donc à passer de la phase d'extraction des faits à chaque fois que nous extrayons des articles des sites web et de croiser ces faits-là avec les faits qui sont vérifiés. Voilà. Parce que soit on se fie à ces sources, ou bien nous vérifions nous-mêmes les faits. Et je pense que le mieux, c'est de trouver une base de faits déjà vérifiée et de croiser ce qui est publié avec ce qui a été vérifié. J'espère que c'est clair. C'est beaucoup de choses qui sont déclinées. Et si vous avez des questions plus spécifiques, peut-être. Oui, non, en fait, c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait beaucoup, qu'il y avait plusieurs parties. Et c'est pour ça qu'en fait,
au départ, bon, j'ai vu qu'il y avait un gros travail que vous avez fait en termes d'extraction en termes d'extraction d'articles, déjà d'automatisation automatisation pour extraire les articles. Et Voilà. ça que j'ai vu, bon, j'ai vu que c'était une technique qui était basée sur le concept du linked data. Linked data, là, nous extrayons de l'information. Au départ, on avait, je ne sais pas si on parle de la musique, mais au départ, on utilisait comment on les appelle encore, les scrappers qui étaient proposés sous Python. Mais bon, si vous regardez, si vous les utilisez, eux, ils n'extraient que les méta-informations qui sont dans les pages web. Alors que souvent, on a besoin spécifiquement d'extraire l'ensemble des images, le contenu, l'ensemble des commentaires. Par exemple, quand nous extrayons, cela n'apparaît pas dans la deuxième version de la plateforme, mais dans la première version avec Elasticsearch et Kibana, vous aurez pu le voir. On extrait toutes les informations présentes dans la page. Et nous avons même étudié près de 130 sites de presse en ligne au Sénégal. Donc, c'est la base que nous utilisons. Ce qui nous a permis donc de développer un modèle, JSON, donc qui correspond presque à l'ensemble de ces sites et qui contient ces informations qui sont extraites. Maintenant, les sites n'ont pas les mêmes structures. Il y a des problèmes avec et beaucoup de soucis que nous avons rencontrés. Mais nous avons actuellement une deuxième version du crawler qui est stable. Il y a une troisième version sur laquelle même nous sommes en train de travailler, peut-être qui sera bientôt déployée et qui est paramétrable. Que des fois, quand il y a une actualité, on a besoin, au lieu d'arrêter la collecte pour lancer sur l'actualité, mais de paramétrer pour extraire que sur collecte de données. Si vous regardez, il y a l'ensemble de ces volets-là dans la page du site web, sans entrer dans les détails techniques de ce que nous sommes en train de faire. Mais vous pouvez, pour les détails techniques, vous pouvez y aller, puisque c'est une revue quand même qui est à la base qui est l'école, enfin qui est soutenue par une école qui est censée former des data scientists, donc qui vont se retrouver dans certains termes. Donc vous avez dit qu'en fait vous avez c'est vrai que le scrapping, en fait, en fait, ce qu'on dit en général, c'est que le scrapping, c'est ce qu'on fait quand on ne peut rien faire d'autre. Et que c'est souvent très limité, ça peut être limité, c'est souvent très irrégulier. Comme vous dites, ça dépend de la structure des sites. Donc, ce n'est pas toujours évident d'avoir le même type de données à chaque fois. Et donc là, c'est basé sur votre extracteur, enfin, vous avez parlé d'un crawler, qui est basé sur il est basé sur quel langage de programmation? Il est fait à quel langage? Nous l'avons développé. Est-ce que parce que ça, c'est un peu le souci que nous avons eu avec l'initiative Dan Covid, dans laquelle nous sommes avec les entreprises. Mais là, peut-être, je ne pourrais pas forcément entrer dans les détails techniques de ce que nous avons utilisé. Ça risque d'être, parce que, ça n'a pas encore fait l'objet de publications scientifiques dans cette partie. Il en est à les crawlers, et je pense que peut-être quand nous ferons une publication, là, nous pourrons peut-être détailler. Mais peut-être pour le dire grosso modo, nous sommes parvenus à développer simplement un navigateur sans interface. Et il se comporte comme un navigateur. C'est pourquoi nous pouvons crawler n'importe quel site web sans que cela ne soit bloqué. Parce qu'on ne peut pas bloquer les utilisateurs. Là, par exemple, on peut crawler AFP, on peut crawler les observateurs, n'importe quel site web, même le site web du gouvernement. Je pense que si on ne peut pas faire la différence entre robots et utilisateurs. Mais derrière, c'est du développement que nous avons fait localement, mais qui est satisfaisant quand même, puisque nous parvenons à crawler n'importe quel site web. Oui, donc en gros, vous ne voulez pas qu'on vous fasse passer pour des hackers, quoi. Oui, voilà. Parce que aussi, c'est un peu ce qui est sensible quand on collecte des informations, c'est que il y a d'abord, peut-être pour je ne voulais pas, mais peut-être, mais dans le premier temps, quand on arrive sur un site, il faut collecter l'ensemble des liens qui sont dessus, des nouveaux articles. Des fois, vous pouvez avoir un site comme Senweb où, par exemple, notre crawler ne passe sur les sites web que 2 fois par jour. Mais quand vous arrivez dans l'après-midi, vous pouvez vous retrouver avec 200 liens ou 300 liens. Ça dépend du site. Et là, imaginez que, parce que c'est un robot qui vous envoie combien 200 requêtes en moins de 2 minutes. Là, ça peut ressembler à une attaque des DOS. Oui. Et donc, là aussi, c'est un peu les dangers que heureusement, on a
nous avons essayé de nous renseigner et peut-être que, bon, du point de vue de la loi sénégalaise, bon, il y a quelques portes ouvertes. En fait, Bon, on va dire que ce n'est pas encore, c'est pas encore totalement autorisé, mais c'est pas encore entré. Enfin, ce n'est pas interdit, mais voilà. mais ce n'est pas encore entré dans les mœurs. Voilà, ce n'est pas. Et aussi, il y a aussi l'autre aspect qui est la propriété intellectuelle. C'est un journaliste qui est payé quelque part, qui écrit son article, nous récupérons le texte, nous exploitons, que nous achetions quelque part. C'est pourquoi même dans la nouvelle version de la plateforme, nous avons préféré n'afficher que les résumés des articles et de créer, mettre un lien pour que l'utilisateur soit redirigé dans le moteur de recherche que vous avez actuellement. Donc là aussi, ce sont des questions qui sont là et on n'aimerait pas peut-être se retrouver avec des problèmes éventuellement liés à la propriété intellectuelle. Il y a aussi les commentaires que les utilisateurs font. Actuellement, nous sommes capables, notre robot est capable de vous sortir tous les commentaires que les utilisateurs font par rapport à un article. C'est par exemple sur ces aspects-là que les collègues de Ziguinchor travaillent, sur l'analyse de sentiments dans les commentaires. Et là aussi, ça intéresse beaucoup de monde. Donc, certains même, je ne vais pas énumérer ici, qui nous ont approchés et qui permettent donc, voilà, et qui s'intéressent à ce qu'on raconte dans les commentaires et qui est indicatif. Surtout que, bon, nous ciblons un ensemble de sites. Il y a des sites qui traitent de l'actualité nationale, d'autres de l'actualité régionale. Et là où, bon, vous avez des commentaires souvent comme il y a un site là, dans le sud du pays, qui est un site indépendantiste, où vous avez des commentaires qui sont assez tranchés. Là aussi, bon, on retrouve aussi des sites de ce genre qui méritent d'être surveillés. Et là aussi, bon, des problèmes de la vie privée et d'autres qui sont liés. Ouais, donc voilà, oui, vous vous basez essentiellement sur les sites d'information traditionnels, on va dire, en essayant, en faisant une classification, propagande, site de fact-checking, site d'inter. Est-ce que vous faites ce genre de classification, en fait? Oui, nous avons un ensemble. Il y a des sites qui sont reconnus comme des sites de fact-checking, comme Africa, AFP, comme il y a un volet au niveau de Radio-Canada et d'autres. Là, c'est des sites que nous avons classés comme sites de fact-checking. Voilà, sites de fact-checking, mais ils font de la vérification manuelle, quoi. Notre objectif, c'est d'automatiser cette vérification. Vous avez aussi une autre catégorie de sites. Là, ce sont les sites de presse en ligne, mais au Sénégal pour le moment. Et là, nous en avons ciblé c'était 130 au départ, mais depuis, bon, il y a des sites qui ne sont que des sites de recopie, qui finissent par disparaître. Par exemple, après les élections présidentielles, beaucoup de sites ont disparu. Presque une vingtaine de sites ont sauté. Ou bien, ce sont des sites qui existent, mais où l'information n'est plus mise à jour. Ça aussi, c'est des aspects qui sont là. Mais nous avons pour le moment deux catégories. Il y a les sites de presse en ligne au Sénégal et vous avez les sites de fact-checking. Et là, nous nous en servons pour vérifier de l'information. Voilà, pour voir de l'information qui a été vérifiée. Parce que des fois, les journalistes reprennent une certaine information donc, pour la publier alors que l'information a été vérifiée. Par exemple, c'est le cas de l'autre là. Il y a une information qui circule actuellement sur WhatsApp ou Facebook avec un agent du FBI qui a été arrêté par les policiers américains alors qu'il n'est même pas agent du FBI. Et des fois, si vous regardez cette occurrence de l'information, vous le retrouvez dans certains sites de presse en ligne. Et donc, nous, notre objectif dans cette classification, c'est de croiser ces deux types d'informations. Ok, d'accord. Il faut me dire, moi je suis, vous comprenez les enseignants, nous sommes trop bavards. Hein. Non, mais allez-y, franchement. N'hésitez pas à me canaliser parce que. Non, mais moi j'écoute avec intérêt parce que, bon, là, je fais une petite parenthèse. Lors du bootcamp au DIT, comme j'avais expliqué, dans mon projet de sortie, mon projet de fin de camp, c'était justement un fake news detector. Donc, j'étais parti sur pratiquement dans ce que vous me dites. J'essaye, en fait, si vous voulez, de simplifier pour les personnes qui vont lire et qui ne connaissent pas forcément comment ça fonctionne. Mais j'ai aussi été confronté à ces problèmes de collecte et tout. Bon, moi, je n'avais pas de robot. C'était du scrapping sur la base de Beautiful Soup. Voilà, bon.
Donc, c'était assez compliqué. C'était Tout à fait. c'était assez compliqué. Après, je suis passé directement aux techniques du NLP. Mais, mais bon, étant tout seul et puis devoir faire ça sur une durée de 10 jours, donc tout ce que j'ai pu faire, c'était quelques. Ah, ok, oui, c'est Voilà. vrai. Donc, C'est vrai que effectivement, vous avez raison. donc par contre, ce que j'ai vu là, c'est que vous mettez, ouais, comme vous avez dit, vous mettez à disposition donc de ceux qui vont sur la plateforme des fichiers en plusieurs formats. Je crois que c'est en CSV, en HTML et puis en PDF, c'est ça? Voilà, surtout, normalement, oui, oui. Normalement, bon, l'objectif, donc, comme je l'ai dit au départ, c'est une plateforme de collecte et d'agrégation de données. Parce que, bon, en fait, peut-être l'un des objectifs les plus importants, c'est de mettre à disposition donc des chercheurs. Il y a d'autres collègues qui travaillent donc sur l'analyse des sentiments dans les sites là, de presse en ligne ou bien sur les réseaux sociaux, mais qui ont besoin de ces données-là. Parce que, par exemple, quand Edouard faisait sa thèse, bon, la difficulté principale qu'on avait pour exécuter les algorithmes de vérification automatique des faits, c'est que nous ne disposions pas de faits journalistiques. Et là, l'un des objectifs de ce projet, c'est d'avoir donc ce corpus-là de textes massifs qui sont publiés par les journalistes. Actuellement, nous avons plus de 150 000 articles uniques. Bon, quand on compte les doublons, bon, ça fait beaucoup plus que cela. Et l'objectif, c'est de proposer donc pour chaque article, donc aussi bien donc le titre, le contenu, auteur, date de publication, les likes, les dislikes, etc., au format JSON. Comme cela, bon, les collègues chercheurs qui font de l'analyse de sentiments ou bien qui veulent croiser des informations ou suivre comment évolue l'information, bon, qui font des tâches pourront l'utiliser. Mais il y a normalement une fonctionnalité qui permettra au finish donc de télécharger le contenu d'un article ou bien d'avoir un site au format JSON. Et il y a aussi bon, d'autres fonctionnalités que pour le moment nous n'avons pas encore déployées, mais qui permettront à tout utilisateur qui vient de pouvoir demander de récupérer le contenu d'un site web donc qui est peut-être indexé par notre robot au format JSON. Voilà. Donc, en fait, vous avez pratiquement répondu à la question que j'allais vous poser, c'est-à-dire que le projet est également fait dans un esprit de collaboration, ce qui manque terriblement, surtout sur le continent, que les données soient justement partagées pour pouvoir permettre à d'autres chercheurs de pouvoir travailler sur le même projet que vous, mais de pouvoir développer eux aussi Voilà. leur propre recherche et tout ça, et d'avoir du matériel. Voilà. Parce que aussi, c'est quelque chose dont nous avons souffert quand Edouard faisait sa thèse. Finalement, même nous étions obligés de travailler sur des données synthétiques. Alors que bon, rien ne vaut que des données réelles, surtout quand on travaille dans le big data, voilà, pour développer certains algorithmes. Mais c'est dans l'optique surtout de pouvoir récolter ces données, mais de les proposer à disposition des chercheurs. Maintenant, nous aussi, ces données vont nous servir à faire de l'automatisation du fact-checking. Parce que dans l'algorithme, bon, vous pouvez regarder dans les publications que nous avons effectuées, il y a des sources, voilà. Par exemple, vous avez Sénéweb, vous avez Siba, bon, les sites de presse en ligne, qui sont des sites qui proposent de l'information. Maintenant, bon, derrière aussi, comme le fait Decodex, si vous regardez sur le site du Monde, chaque site qui publie a son niveau de fiabilité qui est calculé. Donc là, nous l'avons déjà publié. Et dans ce cas, donc, ce qui permet, bon, quand on exécute l'algorithme, de voir quel est le niveau de confiance que l'on donne à une certaine information que Sénégal publie par rapport à la même information ou la fiabilité qu'accordent à cette information les autres sites. Écoutez, j'ai l'impression que vous anticipez sur la plupart de mes questions parce que j'allais aussi vous parler de Décodex du Monde que je connais bien aussi. J'ai vu qu'il y avait des sites, j'ai vu qu'il y avait un ou deux sites sénégalais qui étaient épinglés sur Décodex. Il y a l'ERAL, je pense, hein, au moins, et il y a un autre site, oui. Ouais, Normalement, ce sont des sites qui sont même intégrés à nos algos là. Mais malheureusement, bon, comme je vous l'ai dit, là où nous en sommes, et nous sommes bloqués là-bas, voilà, en anglais, il n'y a pas de problème. C'est simple d'extraire
de passer d'une phrase à un triple RDF. Mais en français, il y a des phrases avec des tournures. Ouais. Voilà, et des formats qui ne sont pas simples à transformer en triple RDF, sujet, prédicat, objet. Alors que nous, les faits, là, nous les modélisons tels quels. Bon, nous sommes parvenus à développer un extracteur pour le moment. Et ça va nous permettre d'avancer en utilisant Stanford NLP. Bon, c'est dans le détail de ce que nous utilisons. Mais qui dans les phrases simples, au moins, permet d'extraire les faits. Mais bon, nous espérons rapidement dépasser ce pays-là et pouvoir voir bon, quelle est la performance réelle que notre algorithme de fact-checking a donc face à des données réelles. D'accord. Ben justement, on en vient toujours, on enchaîne sur la langue en fait. La langue ici, vous avez parlé de la langue, la difficulté de faire cet exercice-là en français, parce que bon, c'est vrai que moi-même, quand je travaillais sur ce type de projet, j'ai remarqué qu'il y avait énormément de facilité, si vous voulez, de travailler sur des sources anglophones, et que les sources francophones, même quand on veut entrer dans les détails d'un pré-processing NLP, on reste assez limité, quoi. Hein. C'est pas très facile. Mais au Sénégal, il se pose un autre problème. C'est le problème du Wolof. Oui, c'est ce que nous rencontrons dans les commentaires. Il y a même plus que le Wolof. Là, par exemple, quand on essaie d'exploiter le commentaire, c'est là où nous avons quelques difficultés aussi. Bon, heureusement, bon, il y a le docteur Morindiaï qui a encadré un thésard, qui a même fait quelques mois chez nous. Et là, je pense qu'il y a des solutions qui peut-être ont été implémentées. Donc, pour pouvoir peut-être essayer de gérer ce problème. Mais c'est un problème qui est là. Vous avez du français qui est mélangé à du Wolof, du Toucouleur, de l'anglicisme. Des fois, bon, certains qui écrivent même en mettant de la sonorité des mots. Tout ça, ce sont des problèmes qui sont là et qui rendent difficile l'automatisation du fact-checking. Et je pense actuellement, personne n'est parvenu réellement à automatiser cette histoire-là. Oui, là, pour l'instant, ça reste encore des tentatives. Et tout ce qu'on peut, si je peux dire sans me tromper, tout ce qu'on peut, est-ce qu'on pense que tout ce qu'on peut atteindre, c'est essayer d'atteindre le taux le plus haut taux de fiabilité sans dire totalement que ça c'est juste, ça c'est pas, ça c'est faux. Hein, je ne sais pas si vous voyez un peu, parce que même, comme on dit, même en français, il y a des tournures de phrases qui sont compliquées à interpréter. On peut très bien, notamment dans les négations, dans l'utilisation des négations. Oui, effectivement. Il y a tellement de problèmes ouverts là-bas. Bon. De toute façon, nous avons déjà un thésard qui travaille dessus. Et qui, je pense que il y a d'autres sujets, d'autres stagiaires qui sont dessus. L'autre volet aussi que j'ai oublié d'énumérer, sur lequel nous avons travaillé avec le professeur Bousso, c'est aussi comment avoir un robot chatter. Il est bien d'avoir un ensemble de faits ou bien d'avoir un contenu, mais il faut qu'il y ait un système intelligent qui puisse dialoguer avec l'utilisateur qui arrive. Et là aussi, nous avons travaillé sur un robot chatter, donc avec le professeur Bousso et un étudiant sortant de l'African Institute of Mathematical Science, donc pour le développement d'un robot chatter. Bon, il y a une version qui est rudimentaire et qui est à améliorer, qui a été proposée. Là aussi, c'est un problème qui est ouvert aussi. Comment avoir un contenu massif et avoir donc une entité intelligente qui puisse permettre de dialoguer avec l'utilisateur à partir du contenu textuel. Là aussi, de manière intelligente. C'est pas une chose facile. Pour l'être humain, c'est simple. Et pour une intelligence artificielle, c'est pas comme. Je pense que j'avais même vu une compétition Kaggle, voilà, qui visait donc cette problématique-là et qui est ouverte. Okay. Pour dire que nous sommes dans des problèmes qui des fois où on ne sait même pas comment où donner la tête.
Ouais, ben c'est toujours bien d'être, parce que j'ai vu qu'il y avait une équipe, que l'équipe se composait pas uniquement de professeurs, mais qu'il y avait aussi des étudiants et tout, et que c'est, Effectivement. ouais, mais c'est toujours ça. Et est-ce que vous avez, est-ce que vous avez approché des journalistes par rapport pour ce projet-là, ou est-ce qu'ils sont clairement mis à l'écart, ou est-ce que comment ça se passe avec les journalistes? Est-ce que vous avez sensibilisé justement bon, est-ce qu'il est nécessaire même de les sensibiliser? Qu'est-ce que vous pensez justement de cette relation qui pourrait peut-être exister entre le data scientist, si je peux le dire comme ça, et l'homme de médias, l'homme de presse dans dans ce type de projet? Est-ce qu'il peut y avoir un pont à établir selon vous? Oui, oui, effectivement, il y a un pont à établir parce que aussi l'outil est créé aussi bien pour l'utilisateur simple que pour les journalistes. Parce que l'un des objectifs aussi, ce serait dans la finalité que lorsqu'un journaliste, c'est même pourquoi il y a le moteur peut-être de recherche sur le contenu de la presse, c'est qu'avant de publier une certaine information, d'offrir le choix à l'utilisateur ou bien même aux journalistes d'avoir une vue sur tout ce qui a été publié, par exemple sur Macky Sall, ou bien sur une thématique donnée. Cela peut servir d'input à la rédaction d'articles, mais aussi de vérification éventuelle. Et c'est là où on parle même, je pense, de data journalisme. Voilà. Avant que le journaliste ne rédige quelque chose, qu'il puisse procéder à une certaine vérification, par exemple, ou bien voir aussi qu'est-ce qui a été rédigé sur cette thématique par d'autres journalistes. Parce que des fois aussi, quand on regarde bon, par une classification bête même, vous pouvez regarder dans le lot des 150 000 qu'il y a des thématiques qui reviennent tout le temps. Et vous avez malheureusement aussi une certaine duplication de l'information. Bon, c'est ce qu'on appelle, nous, le chemin de propagation de l'information. Moi, je publie l'information à premier. Bon, ça va apparaître dans le moteur et quelqu'un d'autre va reprendre. Et malheureusement, ici au Sénégal, il y en a qui font qui élaguent, qui rajoutent, qui modifient l'information. Et vous allez voir une information, bon, c'est comme les rumeurs là qui est publiée et qui malheureusement va se déformer au fur et à mesure que ça se répand dans les sites de presse en ligne. Là aussi, c'est des applicatifs que vous allez voir peut-être dans les prochaines versions. Bon, vous allez voir, par exemple, quand quelqu'un lance une information, comment l'information est modifiée. Des fois, c'est volontaire, bon, d'autres, je ne sais pas, bon, par inattention ou d'autres. Mais au début du projet, il y a un journaliste qui est membre du projet, Hassan, je ne sais pas, je perds la tête, qui est un journaliste d'Africa Tchèque. Mais l'objectif après, c'est de proposer cet outil donc aux journalistes. Malheureusement, bon, nous ne sommes pas encore arrivés réellement à l'exploitation des faits. C'est là où bon, une vulgarisation donc, sera proposée, une collaboration donc, avec les journalistes. On s'était dit au départ, il faut d'abord tenir quelque chose qui les intéresse au départ. Et là, nous pourrons aller vers eux. Mais dans le stade actuel, bon, nous avons peut-être le moteur de recherche, mais l'objectif vraiment que nous avons, c'est de leur permettre de vérifier des faits. Par exemple, aujourd'hui, on publie que le ministère va ouvrir le transport interurbain à partir de demain, mais de pouvoir vérifier ce fait-là quand on arrive dans le site. Et comme vous le savez, cela nécessite donc, bon, dans notre architecture, le robot chatter qui est là, pouvoir vérifier, recueillir ce que le journaliste souhaite vérifier, pouvoir faire des comparaisons avec les faits qui ont été vérifiés. Auparavant, ces faits, pour les vérifier, il faut les prendre quelque part, il faut collecter une information brute, la transformer progressivement, etc. Donc, c'est une collaboration qui est à venir et les journalistes ont bien leur place donc dans ce projet. Bon. Ok. Donc, j'ai vu, ben, pour rebondir, enfin pas pour rebondir, une précision sur Africa Tech, je connais très bien le rédacteur en chef Samba Badji, et je suis sûr que si vous lui parlez du projet, lui, il va être tout à fait d'accord, il n'y a pas de problème. Oui, effectivement. Il est vraiment très bien. Même au départ, il y a Hassan Diagne. Hassan Diagne, c'est un membre du projet. Oui, d'accord, oui, Hassan qui était l'ancien chef. Hassan, nous avons commencé à collaborer avec lui depuis la thèse d'Edouard. Bon, c'est peut-être de manière non officielle, mais lui, bon, il est membre du projet. Même si peut-être le rôle qu'il était vraiment censé jouer, malheureusement, jusqu'à présent, nous ne sommes pas arrivés à cette étape-là.
où là, il faut voir bon, de quoi eux, ils ont réellement besoin, comment ils veulent l'utiliser bon, et implémenter donc ce process-là. D'accord, ok. Donc, oui, donc en fait, voilà, c'est décidé à ce qu'il y ait enfin, destiné à ce qu'il y ait une implantation, euh, enfin, pour que une implantation au niveau des médias, pour qu'il y ait plus de relations, déjà pour les médias eux-mêmes, mais aussi par rapport au public, par rapport au lectorat et tout ça. Enfin, d'accord. Vous avez dit tout à l'heure, je pense que bon, là, ça fait déjà 30 minutes. Je ne vais pas vous retenir très plus longtemps. J'ai vu que vous avez, tout à l'heure, vous avez dit que vous parlez de, enfin, que quand vous prenez un contenu, vous prenez toute la page. Hein, c'est-à-dire que photos comprises Oui, tout. et vidéos. Et j'ai vu aussi que dans la partie, il y a une partie qui concerne les deepfakes Oui. également. Ça, là, on entre dans quelque chose qui est qui risque de devenir très dangereux dans les années à venir. Comment vous abordez justement ce cas-là? Bon, est-ce que vous en êtes déjà là et comment vous comptez aborder ce problème du deepfake en fait? Oui, c'est un problème qui est là. Bon, nous, peut-être là où nous attendons que l'angle d'attaque que nous avons choisi, c'est surtout dans la détection des micro-expressions. C'est même ce qui est décrit au niveau du site. Bon, il y a d'autres volets de deepfake pour le moment que nous ne savons pas. Bon, il y a déjà une étudiante qui avait déjà travaillé dessus, Aminata Maïga. Bon, malheureusement, qui nous a lâché un cours de route pour un autre contrat beaucoup plus intéressant. Mais bon, là peut-être, elle a même travaillé. Bon, on a déjà développé peut-être quelque chose en interne. Mais pour reconnaître les micro-expressions, par exemple, quand Trump ou moi-même, je parle et que je suis filmé, il y a ce qu'on appelle des micro-expressions. Ce sont des mouvements qui durent presque moins d'une seconde ou d'une seconde, qui sont très rapides et qui souvent sont en relation avec la vérité des choses. Bon, certains l'appellent aussi de la pseudoscience, puisque aussi, bon, des fois, il y a d'autres paramètres. Mais nous, c'est surtout ce que nous avons essayé, donc, de voir comment les détecter. Mais dans un premier temps, comme vous le savez, c'est la nécessité d'avoir une base, etc. Donc, aussi, comme dans la vérification de l'information écrite, de pouvoir donc croiser avec ces micro-expressions qui trahissent le fait que l'utilisateur est en train de dire la vérité ou pas, il est en train de tuer, par exemple, bon, il est en train de se gratter, ou bien il y a le fil qui va à gauche rapidement, bon, etc. Tout ça, ce sont, bon, etc. Mais c'est surtout l'angle d'attaque. Mais pour le moment, malheureusement, bon, nous ne sommes pas très, très avancés dessus. On avait commencé le travail, et le mémoire a été soutenu, et elle a même commencé à travailler dans le cadre du projet de recherche. Mais à un moment donné, bon, c'est la loi du marché, et elle a eu un contrat beaucoup plus alléchant, et elle est partie. Ouais, je sais que c'est vrai que dans l'univers de la data science, on change beaucoup de commanditaires, on va dire. Voilà. En général. Bon, écoutez, c'est bon hein, pour moi, pour vous. J'aimerais bien, comme on s'était dit au téléphone tout à l'heure, là, d'avoir aussi l'avis de. Bon, même si ce que vous m'avez dit était très hyper riche. Mais je pense que mais ce serait bien que vous ayez une interview avec Edouard. Parce qu'Edouard Ngorta, ça, c'est son travail quand même. Moi, je l'ai encadré. Et ensuite, donc, nous travaillons mais réellement, il y a des aspects sur lesquels il pourrait peut-être entrer plus en détail. Si peut-être vous faites. Il pourrait compléter et peut-être aller beaucoup plus en détail sur certains aspects. Oui, non, j'aurais souhaité, si possible, que vous ayez donc une séance avec lui pour compléter. Très bien. Je vais essayer d'avoir ses coordonnées. On va essayer si vous pouvez m'envoyer ses coordonnées comme ça, je l'appellerai. On m'envoyer par SMS. Je l'appelle et puis on essaye de mettre aussi ça en place, quoi. Hein, bon. Moi, je suis vraiment content de cet entretien-là. C'était très désolé, moi je suis très bavard et non, c'était très bien. Je sors assez facilement du sujet.
C'était très bien. Moi, mon problème, c'était surtout moi. Je me demandais est-ce que mes questions étaient à la hauteur de vos espérances. Non, si, non, ce sont de très bonnes questions, hein. De très bonnes questions. Car ça a été vraiment un plaisir. J'espère que vous pourrez converser avec Edouard et si nécessaire aussi avec le docteur Badiga, donc avec qui nous avons monté le projet et lui, il est spécialisé en analytique. Et là, vraiment, c'est vraiment comment valoriser tout ce que nous avons extrait. Là normalement, c'est son volet, voilà, c'est son profil. Ok, bah écoutez, c'est vraiment très bien. Je suis très, très content. Bah, écoutez, je vais vous laisser là. Mais de toute façon, c'est l'univers de la science, de la data science, de l'IA. Thiès et Dakar, c'est pas très loin, hein. Et puis maintenant, nous, on est dedans. Donc, je pense qu'on aura l'occasion de faire le suivi et puis de voir comment le projet évolue. Et puis, et surtout, ce qui est important, et là où vous m'avez, où je suis vraiment satisfait, c'est de mettre cette mise à disposition des données. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit rarement, en fait, sur le continent, alors que parfois, ce sont... Bon, là, rien ne vous pousse à le faire, rien ne vous pousse à le faire, mais parfois, il s'agit tout simplement de données publiques qu'on nous cache, qu'on ne veut pas partager, on ne sait pas trop pourquoi, alors que d'autres peuvent faire. Je regarde par exemple comment le gouvernement ou le ministère de la Santé, ils font un très bon travail, je ne critique pas, hein, mais comment ils travaillent un peu sur le Covid. Mais pourquoi ne pas mettre les données à disposition des gens? Pourquoi pas? Et c'est une difficulté que nous avons eue, hein. J'en connais beaucoup de collègues qui finalement bon, se sont découragés. Mais au départ, il y avait une volonté donc vraiment d'aider. Donc, à faire de la prévision, etc. Mais je pense que presque pour l'ensemble de ceux qui se sont rapprochés du ministère, bon. Alors qu'il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu faire. Oui, parce qu'effectivement, il y a le rapport quotidien qu'ils émettent là. Le rapport est émis, donc il y a le nombre de cas, communautaires. Mais bon, même déjà, il y a des choses qui restent très floues. Bon, par exemple, on nous dit cas contact. OK, cas contact. D'accord. Mais maintenant, cas communautaire. Cas communautaire, on en voit à peu près une dizaine, une vingtaine par jour. Ça correspond à quoi exactement? On peut difficilement imaginer qu'il y ait que 12 cas ou 50 cas ou 30 cas dans un quartier, par exemple, comme la Médina ou comme Grand Dakar. Voilà, ce sont des choses qui sont... et donc, c'est très flou. Et puis, il y a des variables qui ne ressortent pas, comme les genres, les âges. Même des incohérences, des fois, bon, il y a des incohérences, on ne comprend vraiment pas. Bon. Ça, c'est dommage. Et quand l'État va comprendre que s'il libère les données, là, en retour, nous pourrons lui proposer des solutions qui sont innovantes. Je pense que, malheureusement, à partir du moment où ils comprendront cela, là peut-être, ce serait super. Mais bon, peut-être que le Covid va être le déclencheur. Parce qu'entre-temps, il y a eu beaucoup de projets qui ont été proposés au niveau ministériel. Bon, jusqu'à présent, il n'y a pas encore de retour. Et d'autres qui collaborent avec donc les autres initiatives. Mais j'espère qu'un jour ou l'autre, l'État du Sénégal va comprendre l'enjeu qu'il y a à libérer les données. Que dès qu'on libère les données et qu'on utilise les algos ou tout ce qui est les outils en data science, en IA, on peut faire beaucoup de choses dans ce pays. Oui, bien sûr. Hein? Bon, je vais terminer vraiment là-dessus. Justement, on parlait du Covid parce que à côté de ça, je fais aussi un travail sur le Covid et l'IA, en fait. Est-ce que, en tant que chercheur, en tant que data scientist, et puis quelqu'un qui est très, comment dire, qui va dans le sens de l'intelligence artificielle, on va dire ça comme ça, est-ce que vous avez remarqué, qu'est-ce que vous avez constaté lors de cette crise de Covid? Est-ce que vous avez constaté que l'approche du data scientist a plus de visibilité qu'avant? Ou est-ce que ça a créé quelque chose en termes de l'intérêt, à la fois de l'intérêt que l'on peut avoir pour la data science et de solutions qui peuvent naître de la data science, donc, et de solutions liées à l'IA, en fait, à l'intelligence artificielle? Je ne sais pas si j'ai bien
C'est ma question. Effectivement, oui, effectivement. Je pense que cela a permis de voir l'importance des data science. Hein. Au départ, bon, comme vous l'avez constaté, dès le début même, bon, je pense que le gouvernement est allé à l'Assemblée nationale ou bien a menacé même de poursuivre ceux qui publient des fake news dans les sites de presse en ligne. Et là, je pense que quand le ministère a exploité l'ensemble des solutions, il n'y avait qu'une seule solution qui peut être intéressante, c'est de faire de l'automatisation du fact-checking. Quand il a fallu aussi voir quelle est la stratégie à suivre en cas de déconfinement ou bien en cas de confinement, là aussi, ce sont les décisions qui sont entrés en ligne de mise. Il y a tout ce qui a été fait en modélisation et d'autres. Je pense que ça a permis de révéler quand même si les initiatives sont là, bon, est-ce que les initiatives ont donné les résultats probants ou pas? Mais je pense que ça a été un déclencheur quand même. Au moins au niveau du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et il y a d'autres collègues, hein, je pense, je ne suis pas le seul, il y a d'autres collègues en data science qui ont fait certaines choses et qui peut-être sont utilisées dans une certaine mesure. Ok, très bien. Bah, merci, Monsieur Ousmane. Merci, Ousmane. C'était vraiment super. Rien à dire. D'accord. Je vais vous envoyer le contact d'Edouard, comme ça vous pourrez voir avec lui. Ok, je l'appelle tout à l'heure et on fixe un rendez-vous. D'accord, merci. Ça a été un plaisir. J'espère que j'aurai un retour quand vous aurez Non, mais de toute façon, une fois que l'interview est écrite, je vous l'envoie avant de publier. D'accord, c'est noté. Merci beaucoup. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Vous aussi, au revoir.